Et salut les rôlistes, lecteurs et consommateurs d'univers fantastique, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma nouvelle playlist où je parle de mes lectures. Je reviens aujourd'hui avec Les Nuées écarlates de Saverio Tenuta, paru pour la première fois entre 2006 et 2012 chez Humanoid Associé. Depuis, il y a eu d'autres BD et cycles dans le même univers, je les ai pas encore lus. Cette BD là, je l'ai récupérée il y a pas si longtemps que ça, j'ai fait ma première lecture il y a environ un mois. Dans l'idée principale de la lecture de cette BD, c'était de me nourrir d'idées et d'images pour les réutiliser potentiellement dans du jeu de rôle, bien sûr, et principalement dans le jeu de rôle L'Empire des Cerisiers d'Olivier Sanfilippo, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises sur ma chaîne. Et c'est via un des groupes liés à ce jeu de rôle que j'ai découvert l'existence de cette BD. Tout d'abord, je voudrais indiquer que j'ai vraiment bien aimé la patte graphique de l'auteur. Je vais vous montrer juste une page ou deux, voilà. Donc je trouve que la patte graphique de l'auteur sur la légende des nuées écarlates est vraiment sympathique. Je suis rentré assez facilement. Je suis pas un grand consommateur de BD, mais pour le coup, je suis rentré assez facilement dans les 4 tomes que constitue ce cycle, avec pas mal d'envie de connaître la suite, d'interrogations. On pose pas mal d'éléments de l'univers sans forcément avoir les réponses. C'est assez intéressant. Et tout au long de la lecture, je trouve qu'il y a pas mal d'idées de personnages et d'idées de scènes qui peuvent assez facilement être reprises pour du jeu de rôle ou servir d'inspiration pour créer des scénarios ou des scènes particulières. On a une histoire qui est découpée avec parfois des flashbacks, donc un retour vers le passé, parfois découpé en termes de lieux, avec un même moment mais à différents endroits, ou un moment, on va dire la même temporalité mais avec différents lieux. Et on a aussi pas vraiment des fast-forward, mais on va dire on va avoir le passage du temps un petit peu, donc on va pas forcément tout suivre de A à Z, et on va des fois se retrouver plus tard dans le futur sans forcément savoir combien de temps s'est passé, et on va voilà continuer sans euh, indiquer au lecteur combien de temps s'est passé, mais on va avoir un peu ce sentiment du temps qui passe. Ça donne envie à la lecture de cette BD de préparer une courte campagne ou à minima un gros one-shot où l'on utiliserait beaucoup la temporalité pour essayer d'un peu de perdre ses joueurs, mais aussi pour raconter plein d'événements sur différentes temporalités, à différents lieux, euh, et avoir un peu cette idée de simplement se concentrer sur des éléments de narration précis, sur des événements précis, sans forcément expliquer à ses joueurs, ou expliquer à la table, on va dire, combien de temps il se passe entre ces événements. Est-ce que l'événement que l'on joue maintenant est dans le passé par rapport à l'événement que l'on jouait avant? Est-ce un flashback ou est-ce 2 semaines plus tard? Qui est un petit peu ce flou, euh, mais que avec un fil rouge, on finisse par comprendre et assembler les pièces du puzzle, et qu'on se retrouve avec au final une intrigue qui se résout, ou une histoire qui se raconte, et qu'on finisse par comprendre via certains indices, par exemple un personnage qu'on voit dans une scène et au final on apprend ensuite qu'il meurt, donc on sait que cette scène-là était forcément avant la scène où il meurt, etc. Enfin, qu'en gros, on ait des indices qui, petit à petit, nous permettent de reconstruire cette temporalité, et qui nous permettent de raconter cette histoire. Ça m'a un peu fait penser, en termes à la lecture, au scénario Lockhvarn dans Les Ombres d'Esteren, qui est un scénario où on a, je vais pas trop en parler parce que je veux pas forcément spoiler les joueurs qui joueraient à ce scénario dans Les Ombres d'Esteren, mais on a un peu cette notion de différentes temporalités, et cette notion de les joueurs comprennent pas forcément quand ils se situent. Voilà. Donc à la lecture de cette BD, c'est ça que je retire en partie, mais aussi vraiment la patte graphique de l'auteur qui donne envie en fait de réutiliser cette BD comme une source de description, notamment en fait tous les paysages de neige et les paysages assez sanglants de combats, de duels à l'épée, au katana, sont
sont très bien dessinés, et j'ai vraiment bien aimé un petit peu la mise en parallèle, ou la comparaison entre la neige immaculée, les dessins qui utilisent le blanc de façon prépondérante, versus le sang de couleur rouge écarlate. Et je trouve que c'est pas forcément quelque chose que j'utilise assez, d'essayer d'accentuer mes descriptions en jeu de rôle en utilisant des couleurs fortes et des comparaisons de couleurs pour essayer de traduire un sentiment. Par exemple, on pourrait essayer d'accentuer de l'horreur ou du dégoût ou des choses comme ça en essayant tout d'abord d'amener euh, une description, un paysage bucolique, agréable à voir, quelque chose qui rappelle un bon souvenir au joueur ou à la joueuse à la table, et d'un coup qu'il y ait une sorte de cassure, une sorte de retournement, où on se met à utiliser des couleurs complètement différentes, ou quelque chose qui va créer un basculement et qui va faire plonger le personnage, mais aussi le joueur ou la joueuse, dans un sentiment un peu soit de recul, soit d'appréhension. Voilà. Donc, je me perds peut-être dans ces explications, mais j'ai l'impression, en lisant cette BD, qu'il y a eu un peu un achievement unlocked, en me disant qu'il faudrait, sur certaines scènes ou sur certains moments, que j'arrive à travailler cette chose de me dire, ok, prends le temps un peu plus de poser ta description, sans rentrer dans, au final, ce que tu as envie de décrire, c'est-à-dire sans rentrer dans peut-être une scène de crime, un peu gore, un moment un peu choquant pour les personnages, un moment un peu horrifique ou autre. Simplement décris ta scène comme s'il n'y avait rien, et prends le basculement et utilise des couleurs, utilise des descriptifs pour que ce basculement soit fort, pour ensuite amener l'élément différent dans la scène. Ça me fait un peu penser au fait que, je sais plus dans quelle vidéo j'avais ça devait être chez Naetherian il y a quelques années, je crois, où alors sinon c'est peut-être dans les livres de Lapin Marteau, j'ai un doute. Mais en tout cas, c'est l'idée de dire, bah, quand vous entrez dans une scène où vous voulez dire à vos joueurs il y a un dragon et vous allez devoir le combattre, il faut pas décrire le dragon d'abord, parce que vos joueurs ils vont être en mode ok, il y a un dragon, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc en fait il faut prendre le temps et dire ok, vous êtes dans une grande salle avec des pylônes de pierre, le plafond est très haut, vous voyez même pas le plafond tellement la luminosité n'est pas assez forte pour voir le haut du plafond. Le sol est couvert de pièces d'or, il y a des gemmes qui luisent à la lumière de vos torches, etc., etc. Décrire plein de choses, et d'un coup, après, dire, et alors que vous prenez conscience de tout ça en une demi-seconde, vous entendez un bruit, un reniflement énorme en haut de cette montagne d'or, et vous voyez un dragon déployer ses ailes et ouvrir la gueule avec des flammes qui commencent à sortir de sa gueule. Et donc en fait, prendre le temps de décrire, et où les joueurs sont en mode ah ouais, bah c'est beau, c'est classe, et qu'ils n'ont pas à réfléchir à une problématique ou réfléchir à un événement déclencheur, ça permet ensuite de les mettre vraiment dans l'ambiance, dans l'instant présent quand cet élément déclencheur arrive. Et donc je me dis que utiliser les couleurs, ça peut aussi être une bonne solution pour créer cet élément déclencheur. Voilà ce que j'ai à dire sur Nuée écarlate. Je vais vous laisser avec la 4e de couverture du cycle, donc les tomes 1 à 4, qui se suffisent à eux-mêmes. Hein. Alors les autres cycles peuvent être lus et sont, je pense, liés avec en termes d'univers et peut-être aussi en termes d'histoire, mais on peut s'arrêter là si on le souhaite. Une très bonne lecture. Je lis cette 4e de couverture et j'arrête la vidéo là. Les samouraïs n'acceptent pas les instruments de bambou pour leur entraînement. Seules les vraies lames, parce qu'elles sont mortelles, peuvent atteindre la vérité. Et l'enseignement d'un guerrier est basé sur la recherche d'un instant crucial, cette étincelle fugitive qui au combat décide de la vie et de la mort. Le coup d'épée unique et foudroyant qui fait s'écouler le sang à terre et emporte la vie dans sa pluie écarlate. Peu importe qui sera le vainqueur et qui sera le vaincu, seul compte ce moment décisif. Et avant d'arrêter la vidéo quand même, j'ai envie de dire, cette 4e de couverture, elle ne traduit pas entièrement la BD, forcément, mais je trouve que dans les dessins, dans les illustrations liées à cette BD, cette idée
en fait, on retrouve dans le nom Nuée écarlate, dans la 4ème de couverture et dans les images, on retrouve cette idée un peu du duel de samouraï avec d'un coup un mouvement très rapide. On sait que c'est déjà terminé. Il y a juste une giclée de sang qui arrive souvent, même après que les personnages se soient arrêtés de bouger, on va dire, et le sang, il est projeté sur de la neige blanche, et on sait que du fait de cette séparation des couleurs, on va dire que c'est un moment fort qui arrive, quoi. Ça me fait un peu penser aussi à Blue Eye Samurai. Il faudra que je parle peut-être dans cette nouvelle... dans ce nouveau concept de vidéo, je pourrais aussi parler des séries que je regarde, mais Blue Eye Samurai, ça me fait un peu penser à certains des duels de Blue Eye Samurai quand je vois ça ou quand je lis cette BD là. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui avec Nuée écarlate. Je reviens bientôt avec une autre lecture, un autre concept pour faire la comparaison entre ce que je consomme et comment ça alimente mon jeu de rôle. Je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à bientôt.